Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur cette vidéo qui nous permet d'accueillir Lucas Aubin aujourd'hui. Et donc, on va évidemment parler de sport et de Russie. Bonjour Lucas Aubin et merci d'être avec nous. Bonjour Carole Gomez, merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que vous pouvez, avant toute chose, peut-être vous présenter brièvement et nous expliquer en quoi est-ce que la Russie et le sport plus particulièrement vous intéressent? Alors, donc je m'appelle Lucas Aubin, je viens de terminer ma thèse intitulée donc La Sportocratura en Russie, gouvernée par le sport à l'ère de Vladimir Poutine entre 2000 et 2020. Donc cette thèse est le fruit d'un travail qui a duré 5 ans. J'ai commencé en 2015 pour terminer et soutenir le 18 décembre dernier. Et pourquoi mon intérêt pour le sport et pour la Russie? Tout simplement parce que ce sont deux passions que j'ai depuis très longtemps. Et évidemment, les deux se retrouvent en fait. C'est-à-dire que le sport, sa politisation et la Russie actuellement sont au centre de l'actualité mondiale de façon régulière, et ce depuis maintenant au moins 5 ans, mais si on revient encore en arrière, on sait bien que déjà à l'époque soviétique, c'était le cas. Donc voilà. Personnellement, j'ai une vraie passion pour le pays, la Russie. Je voyage régulièrement là-bas. J'ai la chance d'avoir appris le russe très tôt, donc du coup, je peux me débrouiller sur ce territoire, pas toujours évident, mais qui recèle d'énormes richesses. Justement, dans le cadre de votre thèse, et vous l'avez souligné, vous vous intéressez à une période assez longue qui va de 2000 à 2020, et vous avez développé ce concept qui est présent dans le titre de votre thèse, qui est le Sportocratura. Est-ce que justement vous pourriez nous expliquer ce concept-là et qu'est-ce que cela veut dire? Oui, alors le concept de Sportocratura, bon, c'est déjà un nom un peu barbare comme ça, mais on va essayer de le décomposer clairement. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un néologisme qui m'est apparu, avec tous les guillemets qui s'imposent, sur les bords du lac Baïkal en 2018, juste avant la Coupe du Monde de football. Et je cherchais en fait à concrétiser le système politico-économico-sportif russe à travers une expression, un mot. Parce que je me suis rendu compte au fil de mes années de recherche que le système politico-économico-sportif russe était réellement total, c'est-à-dire qu'il monopolisait, qu'il mobilisait énormément d'acteurs à l'échelle nationale. Voilà, donc m'est apparu ce mot, sportocratura, qui est un néologisme, qui utilise les mots donc sport, évidemment, le mot kratos, qui signifie force, pouvoir en grec ancien, et nomenclatura, qui désigne évidemment l'élite du pouvoir à l'époque soviétique. Aujourd'hui, le mot nomenclatura est évidemment réadapté à l'élite du pouvoir post-soviétique, spécialement sous Vladimir Poutine. Donc, ce néologisme sportocratura désigne la machinerie de l'élite politico-économico-sportive russe qui s'imprime et s'exprime sur et par les corps du président, donc Vladimir Poutine, des élites et de la société civile en Russie entre 2000 et 2020. Donc, cette sportocratura est hybride, dans le sens où elle repose à la fois sur des éléments du système soviétique du sport et sur des éléments, évidemment, du modèle libéral du sport. Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, lui, était très au fait de l'importance politique que revêt le sport, alors que les années 90 avaient été au contraire étaient finalement très destructrices à l'égard du modèle sportif russe, pour les raisons qu'on connaît, arrivée dans l'économie de marché, crise économique. Évidemment, dans ces cas-là, le sport n'est pas prioritaire, loin s'en faut. En revanche, à partir des années 2000, au moment où le pays commençait à relever la tête, Vladimir Poutine s'est dit qu'il fallait en faire une priorité. Voilà. Donc, il utilise le meilleur du système soviétique, le meilleur du système capitaliste. Il utilise aussi 3 catégories d'acteurs afin d'arriver à ses fins. Les 3 catégories d'acteurs sont les hommes et les femmes politiques qui gravitent autour de lui, les oligarques, que sont les plus grands, en gros, les plus grands entrepreneurs de Russie qui ont fait fortune souvent dans les années 80, fin 80 et années 90, dans le pétrole, le gaz, etc., les fameux manias, quoi, en fait, si vous voulez.
Et enfin, les athlètes de haut niveau, qu'ils soient à la retraite ou encore en activité. L'idée étant d'utiliser ces trois catégories d'acteurs-là pour driver, entre guillemets, pour mettre en branle la machine du sport russe et la rendre efficace à l'international. Elle a évidemment... Vas-y, allez-y. Je vous ai interrompu, allez-y. Non, juste, je termine là-dessus. Elle a deux objectifs ou trois objectifs principaux. En gros, le premier étant à l'échelle nationale d'élever le patriotisme russe à son paroxysme, si on veut, à travers des événements sportifs type JO, etc. Et le deuxième, à l'échelle internationale, étant de représenter la Russie de manière positive, grande, etc., à la fois en accueillant des événements sportifs de premier plan, et aussi, et surtout, en fait, et ça c'est important, en les remportant. Il y a vraiment cette idée de gagner, en final. Et donc, on le voit aujourd'hui, et après j'attends vos questions, on le voit aujourd'hui, l'utilisation du sport à travers la sportocratura en Russie est si totale, finalement, qu'elle a amené à la fois le meilleur. On pourrait imaginer, par exemple, les JO de Sochi, avec cette cérémonie d'ouverture grandiose qui reste gravée, je pense, dans la mémoire de beaucoup de gens encore aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que c'était des JO d'hiver. Qui se souvient réellement d'une cérémonie d'ouverture de JO d'hiver? On n'en se souvient pas tant que ça, finalement. Et donc, ça, c'est pour le meilleur. Et pour le pire, évidemment, et on va y revenir, j'imagine, c'est l'affaire de dopage généralisée qui dure depuis maintenant 5 ans et qui a connu peut-être une conclusion il y a plus d'1 mois. Voilà. La peine. Effectivement, et en sachant que ces Jeux de Sochi, Jeux olympiques et paralympiques, avaient aussi une importance particulière faisant suite aux Jeux de Moscou, dont on se rappelle qu'ils ont été majoritairement, et dans l'imaginaire collectif, on les retient surtout à cause du boycott et pas tant en raison des différentes performances, etc. Vous parliez à l'instant de la question des affaires de dopage qui, on sait à quel point ont rythmé l'actualité sportive et l'actualité internationale au cours des dernières années. Vous l'avez dit, à partir de 2014-2015 à peu près. Du coup, comment analyser ces événements d'une part, et par ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'utilisation du sport à des visées politiques et géopolitiques a eu une incidence, voire une portée négative pour Moscou? Et c'est ce que vous disiez à l'instant, à savoir, il y a eu un effet positif, on a voulu mettre en exergue des aspects positifs, mais il y a eu aussi eu une part négative. Et est-ce que justement cette part négative a durablement impacté les relations de Moscou avec ses différents partenaires? Alors, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, évidemment. Alors, dans un premier temps, on va essayer de comprendre de quoi ce dopage en Russie est-il le nom, finalement. Aujourd'hui, dans les médias occidentaux, même si j'ai des difficultés à utiliser ce terme-là parce que je trouve qu'il est caricatural, voire dangereux parfois, mais bon, pour plus de facilité, on va l'employer ici. Les médias occidentaux ont tendance à effectivement parler de dopage d'État piloté par Vladimir Poutine qui descend jusqu'aux athlètes qui s'entraînent sur son terrain tous les matins, quoi, en fait. Évidemment, quand il y a eu les révélations en 2014, donc révélations qui ont été faites par 3 lanceurs d'alerte, en fait, le couple Vitali et Yulia Stepanov, qui sont donc une athlète et un membre de l'organisation de la lutte antidopage en Russie, et ensuite Grigory Rodchenkov, évidemment, qui, pareil, s'occupait de la lutte antidopage en Russie, qui a commencé à révéler qu'effectivement, il existerait un système de dopage généralisé en Russie. Derrière, l'Agence mondiale antidopage puis le tribunal arbitral du sport ont mené leur enquête pour essayer de savoir de quoi il en retournait réellement. Les conclusions de ces enquêtes montrent que, effectivement, énormément de personnes étaient au courant
de ce système-là, mais rien ne démontre que ce système était piloté d'en haut vers le bas d'une décision politique, à savoir le fantasme qui dirait que Vladimir Poutine a pris son téléphone et a dit il faut qu'on gagne par tous les moyens, donc dopez-vous parce que vous n'êtes pas assez fort. La réalité est un peu moins. Elle fait un peu moins film d'espionnage, si vous voulez, ou film de James Bond, ou je ne sais quoi. La réalité, pour le moment, avec les éléments qu'on a priori, c'est plutôt que les athlètes et les entraîneurs en Russie aujourd'hui ont subi, entre guillemets, l'injonction du pouvoir à remporter les événements sportifs qui se tenaient spécialement sur son territoire, en l'occurrence les JO de Sochi, et le niveau des athlètes n'était pas suffisant à l'époque. Du coup, il y a eu une volonté de recourir effectivement à des moyens illicites et de produits dopants pour pouvoir remporter ces événements, ce qui a fonctionné. Mais en revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la seule caractéristique du développement du sport en Russie. Quand on regarde bien qui a remporté des médailles d'or aux JO de Sochi, on se rend compte que je ne sais plus, mais je crois qu'il y a entre 3 et 5 athlètes qui ont eu des médailles d'or, qui sont des athlètes qui ont été naturalisés pendant les années qui précédaient les JO de Sochi. Donc, on n'est pas uniquement sur un fantasme du on va doper tout le monde pour pouvoir remporter l'événement. Non, on met tout en. Donc, du coup, comment, dans ce contexte, se fait-ce qu'effectivement, plus d'athlètes se dopent en Russie qu'ailleurs? La réponse, à mon avis, elle est assez simple. En réalité, c'est un héritage de l'époque soviétique dans l'esprit de nombreuses personnalités du sport en Russie. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en Russie, il y a deux générations qui s'affrontent. On a la génération des entraîneurs qui a, on va dire, plus de 40 ans et qui est donc cette génération le fruit de l'époque soviétique, donc qui a étudié le sport à travers le modèle soviétique, qui a été élevé dans la guerre froide sportive et l'injonction à remporter des médailles pour montrer la supériorité du modèle soviétique sur le modèle capitaliste, etc., etc. Et en face, on a la nouvelle génération qui, elle, est composée de sportifs et de sportives qui ont, mettons, entre 15 et 30 ans, qui étaient soit trop jeunes à la fin de l'Union soviétique, qui ne l'ont pas connue, soit tout simplement sont nés après, en fait. Donc, du coup, sont tout à fait au fait de la mondialisation, de l'ouverture sur le monde. Il ne faut pas oublier que Moscou est une des villes les plus connectées de la planète. Enfin, on est quand même loin d'un système archaïque qui regarderait dans sa bulle, etc. La Russie aujourd'hui est un pays ouvert en réalité. Voilà, donc on a ces deux générations-là qui s'affrontent et je pense effectivement que d'un point de vue interne, l'affaire de dopage fait beaucoup de mal au système russe en réalité, au système politique russe qui n'a pas réussi en fait à moderniser son modèle et a été finalement victime de ses propres vices entre guillemets. Voilà, donc après, pour répondre à votre question sur la politisation du sport et si oui ou non cette politisation a été négative pour la Russie à terme, je répondrai d'une part que tous les pays utilisent le sport à des fins politiques. Ça, c'est déjà la première chose. Évidemment, la Russie le fait de manière plus, comment dire, avec plus de gros sabots, si on peut dire. C'est-à-dire que Vladimir Poutine fait de grandes déclarations régulièrement à sa population et dans les médias internationaux pour montrer effectivement une certaine grandeur, supériorité russe, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que paradoxalement, il dit régulièrement aussi, il appelle régulièrement à dépolitiser le sport en disant justement que ce sont les autres qui le font. Bref, on voit bien que là, qu'il y a un dialogue de sourds qui se met en place. Mais pour répondre vraiment à votre question, je pense que la Russie est, comme tous les pays, un pays qui utilise le sport à des fins politiques. Simplement, c'est plus visible actuellement parce que la personnalité de Vladimir Poutine le montre régulièrement à la télé, en se mettant en scène en train de pratiquer du judo, en train de faire du hockey sur glace, etc., etc., etc. Et à noter aussi qu'elle a été particulièrement mise en valeur au regard des investissements qui ont été faits, dès l'accueil de grands événements sportifs qui ont pu être réalisés au cours des dernières années. C'est exactement ce que vous disiez. Ça passait aussi par un certain nombre d'éléments. Justement, dans le cadre de votre thèse, vous vous concentrez vraiment sur les années 2000 à 2020.
Et je me rappelle, on avait réalisé il y a quelques années une petite interview qui nous invitait, qui invitait à réfléchir sur l'avenir de cette diplomatie sportive russe, ou plutôt l'avenir de cette diplomatie sportive voulue par Vladimir Poutine. On arrive un peu à la fin d'un cycle, notamment qui était marqué par l'accueil de la Coupe du Monde masculine de football en 2018 et qui s'inscrivait vraiment dans une logique d'accueil de grands événements sportifs. Comment est-ce que vous imaginez la suite de cette diplomatie sportive russe? Est-ce qu'elle va poursuivre? Est-ce qu'elle va continuer sur les mêmes bases? Est-ce qu'elle va peut-être se mettre en sommeil ou au contraire peut-être se réinventer sur d'autres sujets? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, d'une part, je me souviens très bien de l'entretien qu'on avait eu à l'époque. Ça avait été effectivement très intéressant et ça m'avait permis de structurer ma pensée alors qu'on était à l'aube en fait, de la Coupe du Monde de football 2018. Et déjà, on peut juste faire un rapide bilan de la Coupe du Monde en elle-même parce que effectivement, on a assisté quand même à un événement sportif de très très grande ampleur, beaucoup plus grand que les JO de Sochi. Et on s'aperçoit, quand on étudie un peu l'événement, on se rend compte que Vladimir Poutine a essayé de faire en sorte de, pour le coup, dépolitiser l'événement au possible. C'est-à-dire qu'il a été présent uniquement au match d'ouverture et au match de clôture. Il n'est pas allé voir l'équipe russe, par exemple, lors du fameux quart de finale, et même du huitième de finale d'ailleurs, parce qu'il aurait aussi pu y aller à ce moment-là. Donc il y avait vraiment une idée finalement de rendre l'événement le plus neutre possible, même si c'est très compliqué effectivement, mais la stratégie était que il ne voulait pas répéter ce qui s'était passé 4 années plus tôt au JO de Sochi, où là, effectivement, dès qu'il se déplaçait quelque part, il était au centre des projecteurs et on parlait uniquement de politique et pas de sport. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression en tout cas, beaucoup parlé de politique avant l'événement, mais beaucoup moins pendant, où le sport finalement était plus sur le devant de la scène. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que ce n'était pas aussi dû à l'affaire Skripal qui s'était produit quelques semaines ou quelques mois auparavant? Et donc, il y avait aussi un intérêt de la part de Vladimir Poutine de ne pas forcément se mettre presque volontairement en avant sur un sujet aussi compliqué, et notamment quand on sait les différentes difficultés rencontrées entre Moscou et Londres pendant cette période. Tout à fait. Il y avait ça, effectivement. Et puis, il y avait aussi, évidemment, la guerre en Ukraine qui continuait. Enfin, la Russie était, encore une fois, isolée sur la scène internationale. Et puis là, d'un point de vue aussi purement sportif, l'équipe russe avait très peu de chances de remporter l'événement. Donc, on était moins dans une idée de montrer les muscles, si j'ose dire. Voilà. Alors après, pour répondre à votre question sur les perspectives et sur ce qui pourrait advenir dans le futur, maintenant, c'est fait, entre guillemets, la Russie est exclue pour 2 ans des grandes compétitions sportives internationales. Alors exclue comment c'est relatif, hein, ses couleurs sont exclues, son hymne est exclu, mais les équipes, les sportifs vont pouvoir participer s'ils n'ont jamais été dopés auparavant. Donc, dans un premier temps, je pense que cet arc de 2 ans va être intéressant parce que pour les grandes compétitions qui vont arriver, la Russie va probablement essayer d'utiliser les événements pour pouvoir les retourner, comme au judo, hein, quelque part, les retourner à pour elle-même, en fait, et en tirer un avantage, en fait. En l'occurrence, pour les prochains JO qui vont se tenir cet été à Tokyo, la Russie a proposé d'utiliser l'hymne Katyusha, qui était la chanson de la Seconde Guerre mondiale, qui aujourd'hui qui est connue par tous les petits Russes dès qu'ils sont en âge de pouvoir chanter, hein, quelque part. Et donc, le pouvoir russe a cette volonté, je crois, de l'utiliser à la place de l'hymne russe lors des prochains événements. Est-ce que ça se fera? Est-ce que le CIO acceptera? Pour l'instant, ça n'est pas dit, mais peut-être, et auquel cas, ça ferait un sacré coup de com'. Et quand on sait l'importance du nation branding aujourd'hui dans les événements sportifs, là, en l'occurrence, la Russie marquerait probablement un grand coup en étant très visible pendant un événement planétaire, en fait. Donc ça, c'est une première chose. Voilà. Est-ce que, finalement, la Russie n'a pas réussi à retourner les prochains événements sportifs en sa faveur? Ensuite, pour le plus moyen terme, on va dire la décennie 2020-2030, la décennie 2020 qui arrive, il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, la Russie a déjà obtenu
deux des plus grands événements sportifs de la planète cette dernière décennie, donc les JO d'hiver et la Coupe du monde de football. Donc techniquement, elle ne peut avoir, pendant la prochaine décennie, que les JO d'été, qui correspondraient finalement à quelque chose d'assez incroyable, même si d'ailleurs je pense qu'en fait, elle l'aurait dans la décennie d'après. En fait. Je sais que Vladimir Poutine aimerait, adorerait que les JO d'été se tiennent à Saint-Pétersbourg, et il est très probable que Saint-Pétersbourg présente sa candidature la prochaine fois, et la fois d'après, et la fois encore d'après. Mais je pense, en revanche, que la Russie va essayer de se concentrer sur les plus petits événements pour en faire des grands moments d'exaltation de la Russie. Je m'explique. Pour les Universiades de 2013 à Kazan, la Russie avait dépensé énormément d'argent dans un événement que finalement très peu de personnes connaissaient. En réalité, qui connaît les Universiades aujourd'hui? On a peut-être une idée assez vague. En clair, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Jeux Olympiques pour les juniors. Enfin, en tout cas, les athlètes qui sont presque professionnels. Du professionnalisme et des premières compétitions. Exactement. Et à l'époque, en 2013, la Russie avait mis les bouchées doubles pour pouvoir faire en sorte que cet événement à Kazan soit exceptionnel. Et ils étaient allés jusqu'à construire des infrastructures gigantesques, des stades, des hôtels pour les athlètes, etc. etc. Et d'ailleurs, la Russie avait remporté la compétition avec un record de médailles absolu. Ça avait été quelque chose d'assez exceptionnel. Et tous les athlètes que j'ai pu rencontrer qui étaient à cet événement en parle comme de quelque chose de vraiment fort, marquant en fait. Donc, à mon sens, la stratégie russe pour les prochaines années, ça va être de récupérer la plupart des événements sportifs dont personne ne veut, parce qu'on sait que ça coûte très cher. Mais en Russie, on l'a vu, il y a la Sportokratura et il y a les oligarques qui vont permettre de financer ça et d'en faire des événements exceptionnels. Voilà. Et autre chose, le pouvoir poutinien a été mis en difficulté ces dernières semaines avec l'affaire Navalny. Et on a vu justement l'unité nationale, représentée par la Sportokratura, se fissurer, entre guillemets, avec deux sportifs de haut niveau qui ont commencé à parler et à montrer leur soutien à Navalny. On peut penser donc à Igor Denisov, le footballeur, qui était l'ancien capitaine de l'équipe de football national russe, et Artemi Panarin, le hockeyeur qui joue dans l'équipe de New York. Ces deux athlètes un peu fissuré. Le troisième pilier sur lequel vous expliquez reposer la Sportokratura. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça peut paraître anodin comme ça, mais en réalité, c'est assez rare en Russie que des athlètes de haut niveau en activité prennent position contre le pouvoir. Alors là, les positions ne sont pas directement contre Vladimir Poutine, mais sont plutôt pour Alexei Navalny, mais on sait très bien ce que ça signifie. Et du coup, je pense que c'est finalement ces deux paroles, ces deux voix qui se sont levées ces dernières semaines, sont finalement un peu l'arbre qui cache la forêt. Et j'avais déjà entendu des voix s'élever ces dernières années dans le contexte de l'affaire de dopage, parce qu'il y a énormément de sportifs en fait, de haut niveau qui n'ont pas forcément pignon sur rue dans les médias, etc. On a un peu marre, il faut bien le dire, de cette situation qui les exclut du sport international, ou en tout cas qui confère à la Russie une image plutôt négative. Voilà. Et dans ce contexte-là, la Russie essaye, tant bien que mal, le pouvoir russe essaye tant bien que mal de contenir ces sportifs et de rendre le sport un peu plus démocratique. Et je pense notamment au projet de stratégie de développement de la culture physique et des sports jusqu'en 2030, qui est en train d'être discuté actuellement en Russie. Et en fait, le pouvoir russe a lancé sur Internet une grande campagne à idées, en fait, une sorte de boîte à idées, où elle a récupéré des idées venant de tous citoyens russes pour savoir comment gérer le sport dans les prochaines années. Jusqu'à présent, certaines propositions ont été refusées, toutes ont été acceptées. Et celles qui ont été refusées, notamment, correspondent à une proposition contre les discriminations homosexuelles dans le milieu sportif. Pas retenue. Par contre, a été retenue la proposition de lutter contre la politisation du sport dans le monde. Voilà, donc on est sur, je vous laisse imaginer un peu tous les paradoxes qu'il y a derrière tout ça, mais en gros, le sport russe actuellement suit la ligne politique de Vladimir Poutine.
Ça veut dire qu'on aura encore l'occasion d'en reparler à de très nombreuses reprises dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et c'est particulièrement un plaisir. Merci Lucas Aubin pour cet échange. Et je vous dis à très bientôt. Merci Carole.